Un père et sa fille ont disparu lors d'une randonnée. 14 ans plus tard, une seule est revenue. Ils n'étaient censés partir que pour une courte promenade. Mais ce soir-là, Daniel a reçu un appel. Son mari et sa fille n'avaient jamais donné signe de vie. Les équipes de recherche ont retrouvé un bandana rose et une gourde. Aucun corps, aucune empreinte. Et puis, 14 ans plus tard, une jeune fille est entrée pieds nus dans un poste de garde forestier et a dit s'appeler Naomi. Bienvenue dans Minority Struggles. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, commençons. Daniel Carter se tenait sur le parking de gravier du point de départ du sentier de Shenandoah Ridge, les bras croisés fermement sur la poitrine, regardant son mari ajuster les sangles du sac à dos de leur fille. C'était un matin de printemps éclatant, assez frais pour une veste, mais assez doux pour sentir l'odeur du verre dans l'air. Evan était accroupi à côté de Naomi, lui passant les bras à travers la sangle pectorale et la bouclant en place. « Tout est bon », dit-il avec un sourire, ébouriffant ses boucles. Naomi lui rendit son sourire et se tourna vers sa mère. « J'ai pris le carnet de croquis, comme tu m'as dit. » Elle montra son petit sac en toile et des encas. Daniel sourit, mais une inquiétude persistait dans sa poitrine. « Bien, assurez-vous juste de vous enregistrer au poste de garde avant la tombée de la nuit. »« Promis. » Evan rit et l'embrassa sur le front. « On ne fait que la boucle. 3 kilomètres salés, 3 retours. On sera rentré pour le dîner. Tu vas à peine avoir le temps de nous manquer au déjeuner. » Daniel essaya de rire, mais elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas le laisser partir seul. Mais Evan adorait la forêt. Il était stable, fiable, prudent. Il avait sa montre GPS, la carte du sentier, un kit de fusées éclairantes. C'était un Eagle Scout, bon sang, et Naomi adorait ses randonnées du week-end. C'était son échappatoire au bruit, son moment pour griffonner dans son carnet, poser 1000 questions sur les écureuils, les feuilles, les nuages. Daniel resta près de la voiture, les bras croisés, les regardant disparaître dans les arbres. Evan se retourna une fois et fit un signe de la main. Naomi en fit 2 avec les 2 bras. Ce fut la dernière fois qu'elle les vit. Au début, tout semblait normal. Daniel fit des courses, plia du linge, prépara le dîner. À 17 heures, elle jeta un œil à l'horloge, s'attendant au texto habituel d'Evan. Presque rentrée. Rien. À 18 heures, elle appela. Pas de signal. À 18h30, elle était de retour dans la voiture, filant vers le sentier. La voiture d'Evan était toujours là. Daniel appela le poste de garde, paniqué. Un homme nommé Jenkins répondit. « Ils ne se sont pas enregistrés ?» demanda-t-il, confus. Ils étaient censés être sortis depuis des heures. Il lui dit de ne pas bouger et promit d'envoyer une patrouille. Elle attendit sur le siège avant, fixant la forêt qui s'assombrissait. À 19h30, un camion de Ranger arrive sur le parking. Jeune homme en sortie, jeune et poli. Ce n'est probablement rien. Ils ont peut-être pris le mauvais sentier. Ça arrive souvent. Daniel ne le crut pas. À minuit, 5 autres camions étaient arrivés, 2 chiens, un hélicoptère survolait. Les voix résonnèrent dans les arbres. Le nom de Naomi rebondissait sur les rochers. Le lendemain matin, ils trouvèrent son bandana rose accroché à une branche près de l'East Ridge. Une gourde gisait à côté d'un ancien cercle de feu, à 1 kilomètre du sentier. Les initiales d'Evan y étaient gravées, mais aucune empreinte, aucun signe de chute, pas de sang. Des bénévoles se joignirent à la recherche. Les chaînes d'infos affluèrent. Daniel donna des interviews sur le parking, les yeux grands ouverts et rougis. Des voisins apportèrent des gratins et des bougies. Après 3 jours, la déclaration officielle fut « Nous réduisons les recherches. Après 6 jours, opération de récupération. Après 10 jours, présumé mort. » Daniel refusa de partir. Elle dormit dans la voiture au début du sentier. Elle parcourut les boucles elle-même, appelant leur nom jusqu'à ce que sa voix se brise. Quand elle rentra enfin chez elle, l'appartement semblait figé dans le temps. Les livres d'école de Naomi étaient encore ouverts. Les bottes de randonnée d'Evan étaient toujours près de la porte. L'odeur d'eux flottait encore dans l'air. Puis vinrent les rumeurs. Pourquoi n'était-elle pas partie avec eux? Evan avait-il emmené Naomi intentionnellement? Y avait-il des problèmes à la maison? Pourquoi la police n'avait-elle trouvé aucun corps? Un journaliste lui demanda même si elle pensait qu'Evan avait simulé leur mort. Daniel cessa de répondre au téléphone. À chaque anniversaire, elle se tenait seule au pied du sentier, une photo de Naomi dans une main,
l'impression GPS dans l'autre. Les recherches officielles avaient pris fin depuis des mois, mais elle n'avait jamais arrêté. Au fond d'elle, elle ne ressentait pas le deuil comme les gens l'attendaient. Pas encore, parce que rien n'avait de sens. Evan était préparé. Il ne quittait jamais le sentier. Naomi était trop petite pour errer seule. Quelque chose s'était passé. Mais personne ne pouvait lui dire quoi. Chaque année après cela, elle revenait le même jour, se tenait au même endroit, murmurait le nom de Naomi dans les arbres, attendant une réponse qui ne venait jamais. Le monde avait continué. L'histoire avait disparu des journaux. Les registres de recherche furent archivés. Le sentier rouvrit au public. Les randonneurs allaient et venaient. Naomi devint un nom sur un vieux panneau d'affichage, puis disparut de là aussi. Daniel ne s'arrêta jamais. Elle écrivait des lettres au service des rangers, envoyait des mises à jour au groupe de personnes disparues, marchait seule sur l'ancien sentier. Elle connaissait chaque pierre, chaque virage du chemin. Elle mémorisa chaque arbre. Elle écoutait une voix que personne ne croyait encore possible. Mais elle y croyait. Parce qu'une mère sait quand son enfant est parti, et plus encore, quand il ne l'est pas. 14 ans plus tard, la brume matinale s'élevait encore doucement sur les collines de Shenandoah, lorsque la garde forestière, Melissa Ortega, arriva au poste sur la route 58. Elle descendit de sa Jeep, tenant un thermos, un clipboard, s'attendant à une journée routinière. Enregistrer des rapports de sentier, vérifier quelques mises à jour radio, peut-être aider 2 ou 3 randonneurs à s'orienter. Mais avant même de tourner la clé dans la serrure, elle vit un mouvement du coin de l'œil. Une silhouette se tenait au bord du parking. D'abord, Melissa pensa à une campeuse perdue. Silhouette maigre, vêtements en désordre, membres recroquevillés par le froid. Mais à mesure que la forme s'approchait, Melissa se figea. C'était une jeune femme, pieds nus, sale. Son pantalon était déchiré aux genoux, couvert de boue séchée. Son large t-shirt pendait, l'encolure effilochée. Ses cheveux emmêlés, décolorés par le soleil, formaient une couronne folle autour de son visage. Elle semblait à moitié affamée, les clavicules saillantes, la peau éraflée et brûlée par le soleil. Elle ne parlait pas, entra lentement dans le bâtiment et s'effondra contre le comptoir près de la machine à café. Melissa lâcha tout et courut vers elle. « Hé, ça va ?» La jeune fille ne répondit pas. Ses lèvres bougèrent à peine, ses yeux étaient de flou, clignant comme si les lumières au plafond étaient trop vives. « Quel est ton nom, ma chérie ?» demanda doucement Melissa. La bouche de la fille s'ouvrit légèrement. Un souffle rauque, presque inaudible, sortit. « Naomi ?» Le cœur de Melissa rata un battement. Elle avait déjà entendu ce prénom. Elle ne savait plus d'où exactement, mais il fit vibrer une corde oubliée. Quelque chose de profond, d'enfoui. Elle guida la fille vers une chaise, appela les services d'urgence et sortit l'ancien classeur des personnes disparues, juste pour être sûre. Page 32. Voilà. Naomi Carter, 9 ans au moment de la disparition. Vue pour la dernière fois lors d'une randonnée avec son père, Evan Carter, le 17 mai 2009. Daniel Carter était listé comme la mère. Melissa se rappela les reportages, les veillées, les rumeurs. Cette affaire avait hanté la région pendant des années. Au moment où les ambulanciers arrivèrent, Naomi était inconsciente, déshydratée, couverte d'échymose et dangereusement maigre, mais elle était en vie. Melissa suivit l'ambulance jusqu'à l'hôpital régional de Bluefield County. À l'hôpital, les médecins lui posèrent des perfusions, prirent ses constantes vitales et nettoyèrent les plaies sur ses jambes. Elle bougea à peine, murmurant des choses incompréhensibles à propos de feu, de poissons et d'arbres. Les infirmières essayèrent de la réconforter. L'une d'elles lui fit une tresse lâche pour empêcher ses cheveux de tomber sur son visage. Melissa appela la police d'État. Et eux appelèrent Daniel. Daniel Carter laissa tomber son téléphone. Il s'écrasa sur le carrelage, mais elle ne l'entendit même pas. Son esprit tourbillonnait. La standardiste avait prononcé le nom, mais cela ne semblait pas réel. Naomi retrouvée. Elle n'arrivait plus à penser, plus à respirer. Elle attrapa juste son manteau, ses clés et sortit de l'appartement sans chaussures. Il lui fallut moins de 2 heures pour rejoindre l'hôpital, mais elle eut l'impression d'avoir vieilli de 10 ans pendant le trajet. Chaque feu rouge la faisait crisper les poings sur le volant. Chaque sirène croisée lui glaçait le sang. Quand elle entra sur le parking et franchit les portes automatiques, elle eut l'impression de marcher dans un rêve qu'elle avait fait 1000 fois,
mais auquel elle n'avait jamais osé croire. Une infirmière la guida dans le couloir, au milieu des bips des moniteurs et des bruits feutrés des changements de service. Elles s'arrêtèrent devant une chambre. Daniel jeta un coup d'œil par la petite vitre de la porte. Allongée sur un lit d'hôpital, il y avait une jeune femme, maigre, pâle, les joues creusées, mais familières. Daniel la reconnut immédiatement. Son bébé. C'était dans l'arc de son nez, la courbe de son sourcil, la petite cicatrice au-dessus de son œil gauche. Daniel se souvint du jour où Naomi était tombée de la balançoire du Porsche et avait pleuré si fort qu'elle avait eu le hoquet pendant des heures. Cette cicatrice n'avait jamais disparu. Daniel leva la main contre la vitre, la paume tremblante. À l'intérieur, Naomi remua. Elle leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Aucune reconnaissance, aucun signe de conscience, juste des yeux vides et fatigués. Le cœur de Daniel se brisa à nouveau. Une infirmière ouvrit la porte et fit signe à Daniel d'entrer. Elle avança lentement, comme si son corps ne savait pas comment exister dans ce moment. Un détective se tenait dans un coin, silencieux, prenant des notes. Daniel s'assit sur la chaise près du lit. Les yeux de Naomi la suivirent, lasse mais sans peur. « Naomi !» chuchota Daniel. Sa voix se brisa. La jeune fille cligna des yeux. Daniel se pencha un peu. « Je suis ta maman. » Un long silence. Naomi incline légèrement la tête. « Il disait que tu étais partie. » La gorge de Daniel se noua. « Qui ? » ?»« Papa. » Sa voix était mince, presque enfantine. Il disait « Tu nous as abandonnés. » Le cœur de Daniel se serra. « Non, ma chérie, je ne suis jamais partie. Je ne t'ai jamais arrêté de chercher. » Naomi baissa les yeux vers ses mains. Ses doigts jouaient avec le bord de la couverture. Il disait que le monde était brisé, qu'on devait se cacher. Daniel tendit la main pour prendre la sienne. Naomi se recroquevilla instinctivement. Tout son corps sursauta. Daniel se retira. « Ce n'est pas grave, dit-elle doucement. Tu n'es pas obligé, je suis juste là. » Au cours de l'heure suivante, les médecins revinrent avec des questions. Les détectives aussi, avec douceur, demandant ce dont elle se souvenait. Les réponses de Naomi vinrent en fragments. Elle n'avait pas vu de téléphone ni de télévision depuis des années. Elle pensait qu'on était encore en 2019. Elle ne savait pas dans quelle ville elle se trouvait. Elle se rappelait beaucoup d'arbres, beaucoup de silence, des feux de camp, de la pêche. Quelqu'un, peut-être Evan, lui avait appris à fabriquer des pièges, lui disait de ne pas faire confiance au monde extérieur, de rester petite, discrète, cachée. Mais ça ne ressemblait pas à Evan, pas pour Daniel. L'homme que Naomi décrivait, paranoïaque, autoritaire, étrange, n'était pas l'homme qu'elle avait épousé. Evan était doux, posé, calme. Il ne croyait pas qu'il fallait fuir le monde. Il croyait aux randonnées du week-end, au mélange de fruits secs et à rentrer avant le coucher du soleil. Alors que s'était-il passé là-bas? La réponse arriva quelques heures plus tard, quand un détective revint dans la chambre avec un dossier. « Nous devons vous dire quelque chose, » dit-il prudemment. « Nous avons ressorti les dossiers dentaires et les avons comparés à des restes trouvés dans le parc national en 2013. Ils n'avaient jamais été identifiés. » La poitrine de Daniel se contracta. C'était Evan. Il était mort depuis plus de 10 ans. Elle ne pleura pas. Elle regarda simplement Naomi, sa fille, adulte, vivante, silencieuse, et se demanda si Evan était mort depuis 10 ans, qui avait élevé son enfant dans les bois pendant tout ce temps? Et où était-il maintenant? Naomi resta à l'hôpital pendant 5 jours. La plupart du temps, elle ne parlait pas, sauf si on lui posait une question directe. Et même là, ses réponses étaient brèves, mesurées. Les médecins parlèrent de réactions traumatiques, de mutisme sélectif, de dissociation, d'un possible conditionnement à la survie sur le long terme. Daniel resta proche, sans jamais forcer, simplement assise sur la chaise à côté du lit, tricotant, lisant ou regardant le mouvement lent de la poitrine de sa fille. Il fallut 3 jours pour que Naomi accepte que Daniel lui brosse les cheveux. Elle mangea à peine pendant les 2 premiers jours. Les infirmières essayèrent avec des aliments fades, puis des plats réconfortants. Ce fut un sandwich au fromage grillé à moitié brûlé qui, finalement, la fit manger une assiette entière. Elle mangeait comme si elle n'était pas sûre qu'il y en aurait d'autres. Daniel observait sans dire un mot. Le corps de Naomi se remettait lentement, mais son esprit était en pleine confusion. Elle posait des questions qui faisaient échanger des regards inquiets aux médecins.
Quelle année sommes-nous? Est-ce que les avions volent toujours? Est-ce que les gens vont encore à l'école? Elle n'était pas sarcastique. Elle testait la réalité. Les histoires qu'on lui avait racontées se défaisaient dans son esprit, et elle ne savait plus ce qui était réel. Daniel commença à apporter des albums photos. Rien de trop chargé, rien de trop envahissant. Une photo de Naomi en veste jaune pour son 5e anniversaire. Une photo d'Evan la soulevant sur ses épaules à la fête foraine. Une photo de Noël de tous les trois, floue, myrieuse. Naomi regardait les photos sans rien dire, mais ses mains effleuraient les pages comme si elle voulait toucher le souvenir sans se brûler. Le détective chargé de l'affaire, le sergent Wynne, vint le 4e jour. Il était calme, respectueux, jamais pressé. Il parlait à Naomi comme à une personne à la fois fragile et lucide. Quand il lui demanda si elle se souvenait de l'endroit où elle avait vécu, elle répondit qu'elle ne savait pas. Juste des arbres, toujours des arbres, et parfois des rochers qui ressemblaient à des marches. Elle décrivit une grotte, un ruisseau, une cabane aux portes bleues qui sentait le bois brûlé. Le sergent Wynne hocha la tête et prit des notes avec une urgence silencieuse. Daniel assistait aux entretiens. Chaque mot de Naomi lui tordait l'estomac. L'homme que Naomi appelait papa n'était pas Evan. Elle en était certaine désormais. Evan ne lui aurait jamais appris à vider un poisson avec un couteau de poche. Evan ne lui aurait jamais dit que sa mère l'avait abandonné. Evan ne croyait pas à la fuite du monde. Mais Naomi continuait à l'appeler papa. C'était le seul nom qu'elle avait pour lui. Et puis, le 5e matin, Naomi dit quelque chose qui changea tout. « Je crois qu'il n'a pas toujours été le même. » Daniel leva les yeux de sa tasse de thé. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ?» Naomi hésita. Elle était assise en tailleur sur son lit d'hôpital, carnet de croquis ouvert sur les genoux. Elle n'avait encore rien dessiné, juste tracé de petits cercles dans un coin de la page. « Il a changé, dit Naomi doucement. Sa voix, sa barbe. Je crois que c'était quelqu'un d'autre pendant un moment. » La poitrine de Daniel se serra. « Tu te souviens de nom? De comment il s'appelait ?» Naomi fronça les sourcils. « Martin, peut-être. Ou Marlin. Il avait différents manteaux. Une fois, il a dit que son nom était Jim, quand on s'est arrêté dans une station-service. Je ne crois pas que c'était vrai. » Le sergent Wynne revint cet après-midi-là et écouta attentivement. Il demanda à Naomi si elle accepterait de regarder un trombinoscope. Sans pression, sans précipitation. Elle acquiesça. C'était numérique, sur une tablette, 6 visages à la fois. Naomi fit défiler lentement, sa main tremblante. Elle ne réagit pas jusqu'à la 5e page. « Lui », dit-elle calmement, en tapotant l'écran. L'homme avait une 50aine d'années, une barbe grisonnante, un sourire tordu, des yeux qui ne correspondaient pas. Son nom était Martin Ellis. Daniel sentit son corps se glacer. Elle se souvenait vaguement du nom. Quelque chose entendu dans une affaire passée aux infos des années plus tôt. La confirmation arriva discrètement. Martin Ellis était un survivaliste connu, arrêté une fois pour mise en danger d'enfants dans le Missouri en 2005. Les charges avaient été abandonnées après sa fuite de l'État. Il était devenu un fantôme, vivant en marge. Naomi ne pleura pas. Elle avait juste l'air épuisée. Sa main reposait sur ses genoux, les jointures blanches à force de serrer. Le sergent s'excuse. Daniel s'approcha de Naomi et lui toucha doucement l'épaule. « Tu es très courageuse, ma chérie, » murmura-t-elle. « Tu es si fort. » Naomi la regarda, le visage impassible. « Pourquoi tu n'es pas venu me chercher ?» Daniel retint son souffle. « J'ai essayé, » dit-elle. « Chaque jour, chaque année, je marchais sur ce sentier au printemps. J'ai envoyé ta photo partout. Mais ils m'ont dit... » Elle s'arrêta. Les mots sonnaient comme des excuses. Naomi la fixa longuement, puis détourna les yeux. « Il disait que tu m'avais oublié. » Daniel s'effondra lentement sur la chaise à côté d'elle. Il mentait. Naomi ne répondit pas. Elle referma son carnet de croquis et se rallongea. Le lendemain, le sergent Wynne revint avec des nouvelles. Ils avaient rouvert l'enquête. Une cellule spéciale était en train d'être formée. Ils épluchaient les enregistrements de cabanes isolées, les rapports de surveillance forestière, les registres de maintenance de propriétés reculées. La garde forestière Ortega aidait à coordonner les recherches en milieu sauvage. Naomi accepta de livrer un nouveau témoignage. Daniel attendit dans le couloir pendant l'entretien. Ses doigts tremblèrent dans son giron,
tripotant le coin de sa manche. Elle avait envie de faire irruption dans la pièce et de protéger Naomi de chaque question, chaque souvenir. Mais elle ne le fit pas. Naomi avait survécu 14 ans. Elle était plus forte qu'on ne le pensait. Quand la porte s'ouvrit, Naomi sortit avec des yeux fatigués. Elle regarda Daniel puis se blottit doucement dans ses bras. Daniel resta figé, surprise. Puis elle serra sa fille contre elle, enfouissant son visage dans son épaule, la tenant comme si elle pouvait recoller les morceaux des années perdues avec la force de son étreinte. Elle ne la lâcha pas pendant un long moment. Et pour la première fois depuis cet appel téléphonique, Daniel se permit d'y croire. Naomi était vraiment rentrée. Daniel se réveilla avant l'aube le lendemain. L'hôpital lui avait donné un lit d'appoint dans la chambre de Naomi, mais elle s'en servait rarement. La plupart des nuits, elle somnolait dans le fauteuil inclinable, une couverture sur les genoux et un œil à moitié ouvert, à l'écoute du moindre mouvement de Naomi. Mais cette nuit-là avait été paisible. Pas de cauchemar, pas de murmure. Naomi était recroquevillée sur le côté, serrant un oreiller, respirant doucement. Une paix que Daniel n'avait pas vue depuis 14 ans reposait sur son visage, même si cela ne devait durer que jusqu'au petit déjeuner. Vers la fin de la matinée, le sergent et la garde Ortega arrivèrent. Ortega était resté en contact étroit depuis le début, et Naomi semblait plus à l'aise avec elle que n'importe qui en uniforme. Ortega apporta une pile de cartes plastifiées et des extraits de rapports d'incidents sur les 10 dernières années. Daniel s'écarta pendant qu'ils étalaient tout sur la table. Naomi était assise au bord de son lit, les jambes pendantes. Elle regarda les cartes longtemps, en silence. Ce sont toutes les zones d'abri connues dans un rayon de 80 km de l'endroit où on vous a trouvé, expliqua Ortega. Certaines sont d'anciennes cabanes de gardes forestiers, d'autres de vieilles maisons abandonnées. Certaines ont fait l'objet de signalements, intrusions, vitres brisées, campements illégaux. Est-ce que quelque chose te semble familier? Naomi hésita, puis désigna une zone dans le cadran nord-est. Celle-là, il l'appelait la cabane bleue. Elle sentait les vieux arbres. Daniel fit un pas en avant. C'est celle que tu as mentionnée avant. Il t'y emmenait souvent. Naomi hocha la tête. Seulement en hiver. Il y en avait d'autres. Une grotte près d'un rocher en forme de chaise. Un tunnel sous une colline. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ortega écouta attentivement, prenant des notes pendant que le sergent Wynne recoupait les souvenirs de Naomi avec les incidents connus. Quelque chose prenait forme. Un schéma de déplacement, de comportement, de lieu. « Il ne me laissait jamais voir de carte », dit Naomi d'une voix calme. « Mais il montrait des arbres, des repères. On bougeait quand il disait qu'il fallait. Parfois chaque semaine, parfois on restait des mois. »« Il t'a déjà laissé seul ?» demanda Ortega. Naomi secoua la tête. « Pas avant la fin. Pas avant qu'il parte chercher des provisions et ne revienne jamais. » Les mains de Daniel se crispèrent dans son dos. Elle avait déjà entendu Naomi dire ces mots. Mais chaque fois, c'était une nouvelle blessure. Quand l'équipe partit ce jour-là, Naomi était plus silencieuse que d'habitude. Daniel resta assise à côté d'elle, attendant, sans insister. Finalement, Naomi demanda « Pourquoi les gens pensent que c'était mon père ?» Daniel prit une profonde inspiration. « Parce qu'il l'a laissé croire. »« Mais je me souviens du visage de papa, » dit Naomi. « Ce n'était pas cet homme-là. »« Non, ma chérie, » dit Daniel doucement. « Ce n'était pas ton père. » Naomi regarda par la fenêtre. « Alors, qu'est-il devenu ?» Daniel hésita, puis elle prononça les mots. « Ils ont retrouvé les restes de ton père il y a 10 ans. Il est mort peu après cette randonnée. » Naomi ne broncha pas. Elle fixait les arbres au loin. « Je crois que je savais, » dit-elle. « Il était là au début. Je me souviens du son de sa voix qui criait, puis plus rien. » Daniel s'assit à côté d'elle sur le lit et l'enlaça. Naomi ne résista pas. Plus tard dans la soirée, le sergent Wynne revint avec une mise à jour. Il tenait une chemise cartonnée et un regard que Daniel reconnut. Celui qu'on a quand on s'apprête à annoncer une mauvaise nouvelle, ou pire, une vérité qui complique tout. « On a lancé une recherche approfondie sur Martin Ellis, dit-il. Il y a plus. » Il étala les documents sur la table. Vieux dossier d'arrestation, photos, une transcription scannée du Missouri. En 2005, Ellis avait été visé par une enquête pour mise en danger d'enfant. Il vivait avec une fille qu'il prétendait être sa nièce. Son nom n'a jamais été confirmé. Les voisins avaient
signalé un comportement étrange. Elle avait été retirée de l'école. Quand les services sociaux sont venus, il avait disparu. C'est un nomade, dit Wynne. Hors réseau, plusieurs identités, toujours en mode discret. Il est doué pour disparaître. Naomi se tenait de l'autre côté de la pièce, les bras croisés, le visage impassible. Elle ne dit rien. « Il m'a appris à devenir invisible », dit-elle enfin. « Alors je suppose que je ne devrais pas être surprise. » L'affaire prit une ampleur nationale en quelques jours. L'histoire de Naomi se répandit dans tout le pays. Une jeune fille retrouvée pourrait détenir la clé d'un suspect survivaliste. Les gens spéculaient, des podcasts ressassaient des théories, des journalistes attendèrent devant l'hôpital jusqu'à ce que la sécurité les expulse. Danielle éteignit la télévision. Elle n'avait pas besoin de commentaires. Elle voulait juste que sa fille passe une nuit complète de sommeil. Puis, il y eut une avancée. Une femme en Géorgie reconnut le visage sur la photo diffusée par le bureau du shérif. Elle affirma qu'un homme nommé Jim Martin avait travaillé dans la casse de son frère durant les 2 dernières années. Il était payé en liquide, restait discret, vivait dans une caravane délabrée à la périphérie de Mâcon. En quelques heures, une équipe interagence était en route. La caravane était vide. Mais ce qu'ils y trouvèrent rendit tout le monde malade. Il y avait des croquis, les anciens dessins de Naomi, son carnet à croquis d'autrefois, couvert de feuilles, mais encore intact, un cahier spiralé rempli de listes, de dates, d'âges, de lieux. Certaines étaient des filles, certaines étaient marquées d'un X. Et puis, dans la scotchée au mur, il y avait des affiches de personnes disparues, fanées. Pas seulement Naomi, d'autres aussi. Danielle se tenait dans la salle de conférence du bureau du shérif, fixant les photos. Elle avait l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. « Il ne faisait pas que me cacher », murmura-t-elle. Il en cherchait d'autres. Naomi entra lentement dans la pièce, ses yeux balayant les murs. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle regarda simplement le carnet de croquis et dit « Je croyais qu'il l'avait brûlé ». Quelques jours plus tard, les US Marshals émirent un avis de recherche à l'échelle nationale. Martin Ellis était recherché pour enlèvement d'enfants, exploitation et suspicion de ciblage en série de mineurs. Son visage était partout, dans les aéroports, les gares routières, les petits restaurants de campagne. Mais pour Naomi, tout ce vacarme n'avait pas d'importance. Elle recommença à dormir la porte déverrouillée. Elle laissa Daniel s'asseoir à côté d'elle pendant qu'elle dessinait à nouveau. Et quand Daniel lui apporta un nouveau journal, Naomi écrivit son nom sur la première page. Naomi Carter. Pas Ney, pas Monsieur, ni aucun des surnoms qu'il utilisait pour la maintenir petite. Son nom entier. Et par ce petit geste, elle commença à se réapproprier sa vie. Les médias, eux, ne lâchèrent rien. Une fois la photo de Martin Ellis diffusée à l'échelle nationale, celle de Naomi l'accompagnait toujours. C'était censé être pour la justice, pour attraper l'homme qui lui avait volé son enfance. Mais Daniel comprit vite que le monde ne regardait pas seulement pour la justice. Il regardait pour le divertissement. Des talk-shows disséquaient la posture de Naomi. Les titres spéculaient sur un syndrome de Stockholm. Des psychologues improvisés débattaient en ligne sur ce qu'elle devait ressentir envers l'homme qui l'avait élevée. Daniel éteignit les infos. Elle bloqua les appels des journalistes, mais il trouvait toujours un moyen. Courrier, email, inconnus qui se présentaient à l'hôpital en se faisant passer pour des bénévoles. Naomi vit sa photo circuler sur Twitter, la fille qui avait vécu dans les bois. Une publication récolta plus de 2 millions de likes. En dessous, quelqu'un commenta « Je parie qu'elle ne sait même plus se servir d'un micro-ondes. » Elle rit en lisant ça. Un rire brutal, épuisé. Puis elle posa son téléphone et ne le toucha plus pendant 2 jours. La seule interview que Naomi accepta fut accordée à une chaîne locale appartenant à des Noirs. Elle accepta uniquement parce que la garde forestière Ortega lui avait dit que la journaliste, Maya Bell, couvrait les disparitions dans la région depuis presque 10 ans, y compris la sienne. L'interview fut enregistrée dans un petit studio. Pas de projecteur en plein visage, pas de grosse caméra. Juste Maya, Naomi et Daniel assises hors champ. « Que voulez-vous dire à Martin Ellis ?» demanda Maya doucement. Naomi hésita. Ses mains étaient en croisées sur ses genoux. « Rien, répondit-elle après un long silence. « J'ai déjà tout dit. » Maya acquiesça. « Alors, qu'aimeriez-vous dire à ceux qui vous regardent ?»
Naomi fixa l'objectif. Ni défi, ni peur. Juste de la clarté. « Ma vie me manque, dit-elle. J'ai 9 ans qui me manquent. Tout me manque. Les anniversaires, l'école, la pizza, les orages. Et maintenant, tout le monde me demande comment je me sens. Mais personne ne m'a demandé comment j'ai survécu. » Elle fit une pause. Sa voix resta calme. « J'ai survécu parce que je me souvenais de la voix de ma mère. Pas de son visage, pas de son apparence. Juste sa voix. C'est ce qui m'a guidé à travers les bois, à travers les mensonges. C'est elle qui me disait « Continue d'avancer ». Daniel pleura silencieusement dans un coin, son poing contre sa bouche. L'extrait passa à la télévision ce soir-là. Il devint viral, non pas parce qu'il était dramatique, mais parce qu'il était vrai. Pour la première fois, l'histoire ne portait plus seulement sur ce qu'on avait fait à Naomi, mais sur ce qu'elle avait fait pour se reconstruire. Et pourtant, on n'avait toujours pas retrouvé Ellis. Daniel détestait cette idée. L'idée qu'il soit là, quelque part, regardant les mêmes reportages, lisant les mêmes titres, voyant le visage de Naomi et souriant dans l'ombre. Naomi ne parlait plus beaucoup de lui, mais elle ne dormait pas d'une traite non plus. Certains matins, Daniel la retrouvait assise par terre dans sa chambre, les genoux ramenés contre sa poitrine, fixant la porte comme si elle s'attendait à ce qu'elle s'ouvre d'un instant à l'autre. Alors, quand un détective demanda si Naomi était prête à aider à établir un profil psychologique plus détaillé, des détails qui pourraient aider à cerner les habitudes, les cachettes d'Ellis, Daniel pensait qu'elle dirait non. Mais Naomi hocha la tête. « D'accord, dit-elle, mais il est temps que ça s'arrête. » Elle s'assit avec les analystes médico-légaux. Elle décrivit les marques que Ellis laissait sur les sentiers, la façon dont il stockait la nourriture, les fournitures qu'il préférait. Elle se souvenait des livres qu'il lisait, de vieux guides de survie des années 70. Elle dessina les plans des cabanes où ils avaient séjourné, estima les distances, se rappelait combien de temps ils marchaient entre deux cachettes. Chaque détail comptait. Chaque souvenir lui coûtait quelque chose. Mais elle continua. Un soir, après une longue séance d'entretien, elle et Daniel étaient assises dans la cuisine, mangeant des restes de spaghettis. Naomi releva les yeux de son assiette. « Je pense que je veux témoigner, » dit-elle. « S'il le retrouve. » Daniel s'arrêta de mâcher. « Tu n'es pas obligé. Tu as déjà… »« Je veux le faire, » répondit Naomi, « parce que je ne veux pas que la dernière chose qu'il retienne de moi soit que j'avais peur. » Le lendemain matin, le FBI fit une descente dans un entrepôt en Arizona rural. Un employé avait reconnu Ellis sur une affiche de recherche et prévenu la police locale. À l'intérieur du box, ils trouvèrent des preuves, du matériel de camping, des carnets de route et un téléphone avec des mémos vocaux enregistrés. La plupart étaient des monologues d'Ellis lui-même, des divagations, de la paranoïa, des obsessions. Mais l'un d'eux était un enregistrement de Naomi, bien plus jeune, racontant une histoire à propos d'un cerf et d'une fille perdue dans les bois. Daniel dut quitter la pièce pendant qu'il le faisait écouter. 2 jours plus tard, Ellis fut arrêté dans une aire de repos juste à l'extérieur de Flagstaff. Il était seul, déguisé, vivant sous une fausse identité. Il n'opposa aucune résistance, ne parla presque pas. Il regarda simplement les agents, impassible, et dit « Elle était mieux avec moi ». La nouvelle tomba pendant le dîner. Naomi regarda l'écran en silence, sa fourchette posée sur le bord de son assiette. « Il disait toujours que si le monde nous trouvait, il nous tuerait », murmura-t-elle. Je suppose qu'il avait tort. Daniel lui prit la main à travers la table. Naomi ne la lâcha pas. Ce week-end-là, Naomi témoigna par déclaration enregistrée. Elle décrivit ce qu'il avait fait, pas avec des détails sanglants, mais avec clarté. Les faux noms, les mensonges, la peur, l'isolement. Elle décrivit les années sans anniversaire, sans miroir, sans sécurité. Elle termina sa déclaration par une seule phrase. « Il ne m'a pas élevé, il m'a enterré. J'ai juste réussi à ramper hors de la tombe. » La salle d'audience resta silencieuse. Ellis fut condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Naomi n'était pas présente physiquement, mais elle regarda depuis chez elle. Lorsque le juge prononça le verdict, elle expira lentement et s'appuya contre l'épaule de Daniel. Daniel murmura « C'est fini ». Mais Naomi secoua la tête. « Non, ça commence à peine ». Ce soir-là, elle demanda si elle pouvait aller dans un parc local. Pas la forêt, juste un espace ouvert. Daniel accepta.
Elles marchèrent sur un sentier pavé. Naomi s'arrêtait souvent pour observer les fleurs, les bancs, même les poubelles. « J'avais oublié combien de choses on ne voit pas dans la forêt, dit-elle. Daniel hocha la tête. « Il y a plus à voir maintenant. » Et Naomi sourit. Un vrai sourire, franc, calme. Pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que, pour la première fois en 14 ans, elle ne regardait plus par-dessus son épaule. 6 mois plus tard, les menottes se refermèrent enfin sur ses poignets. Martin Ellis s'était caché à la vue de tous, sous le nom de James Howell, vivant dans un van aménagé, immatriculé sous une identité volée, errant entre les aires de repos et les sentiers du nord de l'Arizona. C'est une employée de station-service qui reconnut son visage sur une affiche de recherche. Elle ne lui dit rien. Elle appela aussitôt qu'il s'éloigna. Lorsque les marshals le trouvèrent sur une aire de repos près de l'Interstate 17, il était assis à une table de pique-nique, buvant du café noir dans une gourde, comme si c'était un jour ordinaire. Il ne résista pas. Il ne nia pas son identité. Il regarda simplement les agents avec des yeux éteints et dit « Elle était mieux avec moi ». Quand Daniel apprit la nouvelle, elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle s'assit à la table de la cuisine, le téléphone encore en main, et murmura « Merci ». Naomi était dans la pièce voisine. Elle ne posa pas de questions. Elle leva simplement les yeux de son carnet de croquis et attendit. « Il a été arrêté », dit doucement Daniel. « Il va être jugé. » Naomi cligna lentement des yeux. « Eh bien, il faut que j'y aille. »« Non, » dit Daniel. « Pas à moins que tu en aies envie. » Naomi regarda son dessin. « Je crois que j'en ai envie. » La salle d'audience était pleine. Des camions de médias abordaient la rue. Manifestants, partisans, journalistes, tous rassemblés pour ce qui était devenu le procès de l'année. L'histoire de Naomi Carter avait dépassé les frontières de l'actualité locale. Elle était désormais un symbole de survie, de justice retardée, d'un système brisé, et de cette fille qui était sortie de la forêt suffisamment entière pour parler. Naomi ne s'assit pas directement à la barre des témoins. Elle témoigna derrière un écran, son identité protégée par la loi. Mais sa voix était ferme, claire et calme. Elle raconta comment Martin l'avait enlevée à 9 ans, comment il lui avait menti en lui disant que le monde avait pris fin, comment il l'avait déplacée d'un abri à l'autre, lui racontant des histoires de danger et de trahison, la convainquant que Daniel l'avait abandonnée. « Il ne m'a jamais frappé, dit-elle à un moment. Mais il n'en avait pas besoin. Il m'a effacé. » Daniel était assise au premier rang, serrant un mouchoir dans ses mains, sans cligner des yeux. L'avocat de la défense tenta de présenter Martin comme mentalement instable, un homme délirant persuadé de protéger l'enfant d'un monde dangereux. Mais la salle n'y crut pas, surtout après la diffusion des enregistrements. Dans son unité de stockage, le FBI avait trouvé des heures d'audio. Martin parlant seul, décrivant ce qu'il avait fait. Dans un extrait, il disait clairement « Le père est mort vite, il a glissé, crâne fendu comme un melon. La fille pleurait, mais elle a bien écouté après quelques jours. » Cette phrase seule suffisait à garantir la peine. Perpétuité sans libération conditionnelle. La juge ne prononça pas de long discours. Elle lut simplement le verdict et laissa le silence s'installer. Dehors, les journalistes se pressèrent pour obtenir une déclaration. Daniel refusa. Naomi resta à l'intérieur. Elle n'avait rien à dire. Pour une fois, la justice parlait d'elle-même. Mais la justice ne signifiait pas la paix. Naomi se réveillait encore certaines nuits en sueur, sursautait au bruit soudain, évitait les miroirs pour des raisons qu'elle ne comprenait pas toujours elle-même. Mais elle guérissait. Peu à peu, elle et Daniel s'installèrent dans une ville tranquille près de Charlottesville, non loin des sentiers des Blue Ridge, mais suffisamment loin pour que tout semble nouveau. Naomi commença une thérapie. Elle fit de longues promenades dans un parc. Elle recommença à cuisiner. Des petites choses, des choses ordinaires. Un jour, elle demanda à Daniel si elle pouvait visiter un programme de réinsertion en pleine nature, destiné aux survivants de traumatismes. Daniel accepta sans hésitation. Naomi finit par y faire du bénévolat. Elle apprit à de jeunes enfants à construire des abris sûrs, à repérer les balises sur les sentiers, à dessiner ce qu'ils voyaient au lieu de ce qu'ils craignaient. Daniel l'observait de loin, toujours proche au cas où elle trébucherait. Mais Naomi ne trébuchait pas. Elle recommença à utiliser son nom complet. Elle se réinscrivit pour passer l'équivalent du baccalauréat. Elle posta même ses dessins en ligne sous sa véritable identité pour la première fois.
Puis un soir de la fin du printemps, Naomi demanda à Daniel si elle pouvait faire une courte promenade sur un sentier voisin, juste toutes les deux. Daniel prépara 2 sandwichs, 2 bouteilles d'eau et un pull chacune, au cas où. Le sentier faisait à peine 1 kilomètre, plat, sécurisé. Elles marchèrent d'abord en silence. Les oiseaux chantaient au-dessus de leur tête. La lumière filtrait doucement entre les arbres. Naomi s'arrêta pour ramasser une feuille et la retourna dans sa main comme si elle la voyait pour la première fois. À une petite clairière, elles s'assirent sur un banc. Naomi sortit son carnet et tourna les pages jusqu'au milieu. Elle dessine rapidement. Ses mains sûres, ses traits précis. Lorsqu'elle eut terminé, elle tourna la page vers Daniel. C'était un dessin simple, 2 bonshommes allumettes se tenant par la main. L'un avait des cheveux bouclés. Naomi déboucha son stylo et écrivit dessous, en lettres petites et soignées, « Moi et maman ». Daniel ne dit rien. Elle serra simplement sa fille dans ses bras et laissa les larmes couler librement. Pas de chagrin. Quelque chose de plus grand. Le soulagement. La reconstruction. Naomi se blottit contre son épaule et murmura « Je n'étais pas prête avant ». Daniel hocha la tête, la gorge nouée. « Mais je le suis maintenant ». Elles restèrent ainsi longtemps, mère et fille, sous les arbres qui autrefois les avaient séparées.